Nous sommes en 1925. Howard Hughes est donc orphelin, marié et millionnaire. Il aurait pu vivre confortablement des revenus de la Tulco. La fabrique d'outillage lui rapporte 5 000 $ par jour, soit plus de 70 000 $ d'aujourd'hui, pour un total de plus de 2 millions de dollars mensuels. Mais Hughes souhaite devenir le plus grand producteur d'Hollywood et le plus rapidement possible. Arrivé à Los Angeles, les jeunes époux s'installent à l'hôtel Ambassador. Pour gérer ses affaires, Howard engage en 1925 un ex-boxeur et comptable, Noah Dietrich, qui restera son bras droit pendant 32 ans. Dietrich découvre peu à peu l'excentricité de son patron. En une après-midi, Hughes s'achète 20 costumes sur mesure de chez Brooks Brothers. En quelques jours, il s'offre pour plus de 100 000 $ de voiture. Il fait brancher un téléscripteur relié à Wall Street pour 25 000 $ dans sa chambre parce qu'il ne souhaite pas utiliser celui de l'hôtel, situé au rez-de-chaussée. Mais il a également des caprices d'enfant. Il veut par exemple que ses tomates soient coupées en tranches n'excédant pas un quart de pouce, soit 6 mm, ses sandwichs doivent être coupés en triangles et ses feuilles de salade tranchées en biais. Dietrich tempère son patron et prend peu à peu en main les affaires de Hughes. Alors loin des soucis financiers, Howard s'investit dans la production de Swell Hogan, réalisé par Ralph Graves, un acteur et ami de son père. Mais le film est si mauvais qu'il ne trouvera jamais de distributeur. Les 80 000 $ qu'il a engloutis dans la production de son film lui fait comprendre qu'il faut être plus exigeant. Il décide de s'entourer de réalisateurs chevronnés et produit en 26 Everybody's Acting, qui lui rapporte 160 000 $ pour un apport de 70 000. Il produit ensuite en 1927 Two Arabian Nights pour 500 000 $ et le film lui rapporte 800 000, plus l'Oscar de la mise en scène pour Lewis Milestone. Hughes a réussi à rendre rentable sa passion pour le cinéma. Parallèlement, son amour des femmes se développe. Il trouve intriguant qu'autant de femmes s'intéressent à lui, ce même jeune homme isolé par sa mère durant son adolescence. Son lieu de prédilection est le Cocoanut Grove, qui se trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel Ambassador. Pour assouvir cette passion naissante, il réussit à convaincre sa femme de revenir à Houston, s'octroyant ainsi la liberté qu'il souhaite. Ils divorceront 4 ans plus tard. Toute la société hollywoodienne commence à entendre parler de Hughes, de l'excentrique et richissime Howard Hughes. Un événement en mai 1927 va marquer le jeune Hughes, la traversée de la Manche par Charles Lindbergh. Sa première passion refait surface, et c'est naturellement qu'il produira un film mettant en scène des avions. Il se lance donc en 1929 dans son plus gros projet cinématographique. Howard Hughes, millionaire genius, was a pioneer in aviation and motion pictures. He defied convention, set new patterns for others to follow, made stars of unknowns, and left the world a legacy of film classics. This is one of them. Hell's Angels. Il dépense un demi-million de $ pour acheter une quarantaine d'avions de chasse de la Première Guerre mondiale, puis 460 000 pour une seule scène, celle d'un dirigeable prenant feu. Il s'investit énormément sur le tournage, présent sur tous les aspects techniques du film, mais son tempérament, à tout vouloir contrôler, a failli lui être fatal. Pour une scène, il vit une acrobatie particulière, un avion qui pique vers le sol et ne se redresse qu'à 60 mètres de la terre. Mais aucun des aviateurs de l'équipe ne veut la tenter, car apparemment impossible à réaliser. Hughes décide de la faire lui-même, mais il a eu tort. Il s'écrase violemment. Son visage est littéralement écrasé et les chirurgiens pensent qu'il gardera des séquelles à vie. On découvrira après sa mort une écharpe de métal logée dans son crâne. Seulement 3 jours après son accident, Hughes se remet au travail contre l'avis de ses médecins. Après un tournage difficile et 2 millions de $ engloutis, il doit faire face à la nouvelle mode cinématographique, le parlant. Même si le cinéma sonore se développe depuis 1927, Hughes ne l'a pas pris au sérieux et doit dépenser plus d'1,5 million supplémentaire pour sonoriser son film. Il doit également remplacer le premier rôle féminin détenu par Greta Nissen, dont le fort accent scandinave n'est pas jugé assez sexy, et la remplace par la jeune Jean Harlow. Une fois les 80 km de pellicule montés, Hughes réserve le Grossman Chinese Theatre,
la salle de cinéma la plus chère d'Amérique. La première a lieu le 30 juin 1930. C'est un événement. Après avoir englouti un peu plus de 3,5 millions de dollars dans son film, il sait que c'est les critiques qui influenceront la vie de son long métrage. Et c'est un succès. C'est même le plus gros succès commercial du cinéma parlant de l'époque. Howard Hughes a réussi son pari et est entré dans la cour des grands. Mais si le film est un triomphe critique, il laisse à Hughes un déficit d'1,5 million de dollars. Mais rassuré par son succès, il entreprend de produire de nouveaux films et devient quelques mois plus tard le plus gros producteur indépendant avec 4 films en préparation. The Front Page, Cock of the Air, Sky Devils et Scarface, dont De Palma réalisera le célèbre remake. Mais pour la première fois depuis 1912, la Toolco connaît des pertes. Entre 1927 et 1930, Hughes a dépensé 16 millions en frivolité et 6 millions pour la production de ses films. En outre, pendant le tournage de Hells Angels, Hughes se laissa convaincre d'investir dans la fabrication de films en couleur. Il investira près d'1,5 million de dollars dans une société baptisée Multicolor. Mais le procédé de développement n'est pas stable et les propriétaires de salles ne veulent pas payer plus cher pour des films en couleur. La société fermera quelques mois plus tard. En 1926, il s'est mis en tête de construire une voiture à vapeur capable de rivaliser avec une voiture à essence et pouvant faire plus de 600 km avec un seul plein d'eau. Ses ingénieurs réussirent, mais lorsqu'il comprit que la voiture n'était qu'un radiateur géant pouvant les bouillanter s'il avait un accident, il demanda qu'on découpe la voiture en tout petits morceaux. Il perdut 550 000 dollars. Hughes, pour la première fois de sa vie, est quasiment ruiné. Dietrich, son bras droit, monte un plan pour sauver Hughes. Il met en hypothèque la société familiale et passera la moitié de l'année à la direction de la Toolco qu'il sera modernisée et rendre de plus en plus rentable. L'ambition cinématographique de Hughes est alors stoppée. Il n'a plus les moyens d'investir dans des films. Il va alors se concentrer sur sa première passion, l'aviation, et créera la Hughes Aircraft Company. Une seule chose l'obsède désormais, construire l'avion le plus rapide du monde.